Merci d'être venus nous voir ce soir. Je vais demander aux intervenants de la première partie de venir avec nous sur la scène. Et puis, on va commencer tranquillement avec la présentation de la Fédération Amazon par Alexandra Armé, qui est la fondatrice du concept Amazon. C'est notre maman à tous. Merci, merci. On va applaudir, hein, c'est agréable. Oui, parce que quand même, on a, pour certaines, fait 36 heures de vol. On est arrivé hier, on est ravis, avec un M majuscule, d'être là ce soir, de pouvoir échanger avec vous, et puis aussi, quelque part, aussi, de pouvoir parler de nous, et d'échanger, de grandir ensemble. Voilà, je tente de faire. Alors, ma mission, chère présidente, c'était de vous présenter la Fédération Amazon. Qu'est-ce que c'est qu'Amazon? Ah, qu'est-ce que c'est qu'Amazon? L'Amazon, déjà, c'est cette jeune femme magnifique qui s'entend avec nous. Je dis souvent qu'Amazon, c'est avec un S, parce que parfois, les journalistes ont tendance à oublier de mettre Amazon au singulier. Je dis souvent qu'Amazon, il ne faut pas oublier que c'est Amazon, c'est avec un S, parce qu'il est fait de toutes les singularités, les particularités, les énergies de plusieurs territoires différents. Et donc, du coup, je retrouve une partie de mon discours et je vais donc pouvoir enchaîner. Alors d'abord, je voudrais dire merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous permettent d'être là ce soir, au lycée hôtelier, qui nous accompagne et qui nous a accueillis tout cet après-midi. Merci également à l'ICPF, qu'on a eu la chance de rencontrer hier, en tout cas pour toute la délégation, avec qui on a eu la chance de travailler cet après-midi, toute l'après-midi, qui est un institut qui se bat au quotidien avec une équipe fantastique, qui propose vraiment des projets en termes d'innovation, surtout d'intégration des patients dans ce processus d'accompagnement, qui nous a mis des points dans les yeux et qui nous a donné envie de dire aux instances qui nous accompagnent sur nos territoires, regardez un petit peu ce qui se passe du côté de la Polynésie, il y a des choses sympas, il y a des choses qu'on pourrait retrouver chez nous. Merci également à tous nos partenaires. Alors, je ne vais pas les citer parce que j'aurais peur d'en oublier, mais ils sont nombreux et grâce à eux, on est aujourd'hui devant vous. Alors, merci également à Amazon Pacifique, qui nous accueille depuis hier matin, mais qui travaille depuis des mois à l'organisation de cette convention. Je sais que ce n'est pas évident comme exercice, mais vous le faites, mesdames, avec Paul Guillaume, et mesdames et messieurs, c'est aussi des Amazons chez nous. Merci en tout cas. Alors, Amazon, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une expérience. C'est comment des femmes, pendant leur parcours de soins pour un cancer, qui vont rencontrer dans leur vie un cancer, qu'est-ce qu'elles décident d'en faire? À un moment dans notre vie, dans ma vie, j'ai eu un cancer il y a 9 ans, un cancer du sein. Et dans mon parcours, j'avais envie d'échanger avec des femmes, de parler des choses qui m'étaient arrivées, des choses positives, mais c'est aussi des choses un petit peu plus difficiles. Et cette expérience de vie, j'avais envie de la partager avec d'autres femmes qui étaient passées par là. Et puis j'avais aussi peut-être envie de changer les choses. Alors certaines qui sont dans cette salle, ça résonnera en elles et elles comprendront ce que je dis. C'est-à-dire que j'avais envie, et nous avions envie, puisqu'Amazon c'est avec un S, de changer le monde dans lequel nous évoluons. Comment cette expérience que nous avions eue chacune sur nos territoires, le fait d'avoir eu un cancer, et quel que soit le type de cancer, nous a amené à vouloir créer nos associations. Cette genèse de la création des associations est primordiale pour comprendre leur identité, notre ADN. Chaque association a son identité propre, singulière et autonome. Le point de ralliement de toutes ces femmes,
notre expérience du cancer, de la résilience, de la maladie, bonne ou mauvaise, la volonté de donner ce que l'on avait reçu ou ce que l'on n'avait pas reçu, a trouvé écho dans cette première initiative qui a émergé en 2017. Puisque la première association, eh bien, je l'ai créée en 2017 en Martinique. À leur tour, des femmes de Polynésie, de Paris, de Guadeloupe, de Réunion, de Guyane et peut-être aussi bientôt de la Nouvelle-Calédonie ont voulu créer un outil, un vaisseau transformateur, et il s'est cristallisé dans ce concept d'Amazon. Alors aujourd'hui, ces associations de patientes, portées par des femmes elles-mêmes en soins, des colibris ce sont les bénévoles qui nous accompagnent, des soignants et aussi des mécènes, sont au nombre de 7. 6 associations territoriales. Alors il y a la Martinique, vous pouvez faire un... Il y a la Polynésie, évidemment. Il y a aussi Paris. Ici, Paris. Et la Guadeloupe. La Réunion. Et on fait l'impression que la Réunionnaise, finalement, sont tellement polynésiennes qu'on a peur de la Réunion. Il y a également eu la Réunion. Puis la toute dernière, il y a quelques mois, la Guyane. Et toutes ces cultures, toutes ces identités, toutes ces femmes, toutes ces énergies, tous ces parcours, toutes ces larmes, toutes ces victoires ont donné, le 3 octobre dernier, en 2022, une fédération, la fédération Amazon. Et là, pour sa petite liste. Dans quelques instants, ces femmes vont vous expliquer plus en détail ce que nous faisons. On n'a aucunement la prétention de remplacer qui que ce soit. Je pense que pour avancer, nous devons co-construire les patients, les patientes, les soignants, les soignantes, les aidants, les aidantes. En fait, nous sommes tous et toutes un écosystème bienveillant qui peut nous permettre de faire avancer les choses. Alors, depuis 6 ans, qu'est-ce que nous faisons? Nous levons les tabous, nous prenons la parole, nous donnons la parole. Par exemple, avec un magazine. C'était rare de voir des femmes qui nous ressemblent dans des magazines, dans la littérature dite quand c'est bon. Alors, on crée des outils aussi afin d'améliorer le parcours de soins des patientes et de leur entourage. Avec par exemple la création des nids chez vous qui ne s'appelle pas le nid, s'appelle le palais. Je dis bien le palais. Merci. Cette maison participative qui propose tout un panel d'accompagnement à une femme confrontée à la maladie, mais aussi à son entourage. Au fur et à mesure des expériences que nous accumulons sur nos territoires, des savoir-faire que nous développons, il nous a paru essentiel de nous organiser afin d'être encore plus efficaces sur nos territoires respectifs, mais aussi afin d'être mieux entendus sur la scène nationale et internationale. Je ne vous apprends rien. Vous savez à quel point c'est compliqué de défendre nos spécificités au niveau national, voire au niveau international. On est ces petits coins d'île où il fait bon venir passer quelques vacances avec du monoeil sur le corps et sur nos belles plages de sable noir, de sable blanc. Mais les problématiques structurelles, parfois, c'est un petit peu plus difficile de les faire entendre. Et on croit vraiment au sein d'Amazon et au sein de notre fédération qu'ensemble, soignons, patients, aidants, ce qui manque encore de mots, mécènes, et encore, vous pouvez aider, hein, ou vous, Colibri, vous qui êtes dans cette salle, on pense vraiment qu'ensemble, on est plus fort. Alors, j'avais prévu de terminer mon discours par une citation polynésienne qui parlerait justement de cette unité. Et puis, bon, j'ai fait plein de choses cet après-midi, j'ai oublié, parce que je me rends compte que je suis à la fin de mon discours, je n'ai pas cette fameuse phrase. Alors, je vais demander de l'aide. Comment est-ce qu'on pourrait dire
En polynésien, ensemble, on est plus fort. Anati. Comment? Anati. 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 Alors, on va le dire ensemble à 3. 1, 2, 3. Anati. Vous avez vu comme c'est beau? D'abord commencer par une petite vidéo, pas de n'importe qui. Que je vais inviter à numéro 1. Bonjour à tous. Je suis d'être là. Je suis médecin généraliste à Tahiti. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Marie-Christine il y a quelques mois lors d'une formation au sujet de l'éducation thérapeutique. C'est dans son élan de générosité et son esprit de partage et de collaboration qu'elle m'a recontactée pour me permettre de vous présenter un court-métrage que j'ai réalisé au sujet de la mammographie. C'est un sujet qui me concerne puisque je suis médecin libéral et je suis confrontée au quotidien à la difficulté de faire accepter cet examen de dépistage à mes patientes. Les craintes des patientes sont légitimes, mais il faut prendre le temps de les écouter, recueillir leurs inquiétudes, leurs interrogations, leurs peurs. C'est une étape fondamentale pour obtenir de l'alliance thérapeutique et faire en sorte qu'ensuite elles passent leur suivi régulièrement. Et pour donner vie à l'histoire que je voudrais vous présenter, il y a dans la salle l'actrice principale de ma vidéo et j'aimerais qu'on puisse l'applaudir. Elle s'appelle Marcel, elle est juste là. Marcel, tu peux me dire. Quelles sources d'inspiration ce sont les patients. Ils sont surprenants, surtout dans leur force de résilience. Vraiment, ils sont bluffants. Il me fait aussi aimer mon métier et j'espère que ces courts-métrages permettront d'amener les patients à une réflexion sur leur comportement santé. Voilà, mon visionnage. Attendez, c'est pour toi. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? Une plante pour ta femme. Merci. Ah, cette voisine-là. Mais ta femme, tentez, c'est la jeune. Ah oui, Viens voir. effectivement, c'est un peu la jungle. Mais je ne sais pas comment m'en occuper. C'est simple, tentez. Je vais te montrer. Regarde ces mauvaises herbes. Il faut les enlever quand elles sont petites. C'est plus facile à retirer. Quand elles sont trop grandes, elles envahissent tout ton femme. D'accord, Marceline. Mais là, on va d'abord réaliser notre première consultation ensemble. Ok, alors tentez. Permets-moi juste de compléter ton dossier médical. Est-ce que les gens de ta famille ont des maladies particulières? Ma mère, ma soeur, cancer du titi. Et à ce sujet d'ailleurs, à quand remonte ta dernière mammographie? Maladie du titi, tentez. Il y a, ça fait longtemps, Kaya. C'est vu de faire. Aïda, je ne veux plus. Pourquoi donc? Ça fait carrément mal quand la machine complète les titis. Je vérifie moi-même mes titis, pas besoin de faire. Donc, tu réalises déjà la première étape du dépistage qui est l'autopalpation. Et c'est une très bonne chose. Regarde cette roue. Quelle émotion ressens-tu quand on te parle de mammographie? Et celle-là, la peur, Marceline, as-tu peur de la mammographie ou du résultat? les deux en fait. Oui, les résultats me font peur. Et si on trouve quelque chose, je ne veux pas mourir, moi. Souviens-toi de ce que tu m'as dit tout à l'heure pour le phare. Arracher une mauvaise herbe. Est-ce plus facile lorsqu'elle est petite ou grande? Je vois où tu veux en venir tenter. Le cancer, c'est comme la mauvaise herbe. C'est plus facile à retirer quand c'est petit. Donc, Il faut dépister le cancer du titi le plus tôt possible.
Et comment fait-on pour cela? Eh bien, l'autopalpation, Et la radiothérapie, oui. Mais n'empêche, ça fait toujours mal la mammographie. tu t'inquiètes de la douleur? Ah oui, tentez. Dis-moi, combien as-tu d'enfants? 6 enfants, tentez. Et as-tu accouché avec la péridurale? Non, j'ai accouché naturellement. J'ai supporté la douleur à chacun des accouchements. Combien de temps ont duré tes accouchements? Oh, des heures et des heures. Et ça pour la dernière. En 30 minutes, elle était sortie. Et combien de temps ont duré une mammographie? Oh, c'est pas long. Quelques secondes, je crois. Marceline, tu es capable de supporter des douleurs très fortes et très longues. Tu es donc capable aussi de supporter la mammographie. C'est vrai. Es-tu donc d'accord pour faire ta radiothérapie? Bon, d'accord, tentez. Donne-moi un peu mon ordonnance. Merci, tentez. Et un coup de main, tentez. Hé, Marceline, avec plaisir. Il n'y a pas d'année. C'est qu'elle a une de ces vidéos qui a été sélectionnée par l'OMS pour le concours vidéo 2023. Wow. Les ateliers, on a beaucoup travaillé cet après-midi. C'était très productif pour chaque territoire. On va tout d'abord commencer par, on a fait un point sur le plateau technique de chaque territoire. On s'est aperçu que la Guyane avait le plateau technique le moins développé, ce qui génère beaucoup de dégâts. En Polynésie, donc hier on était au CHPF, on a visité les installations et ce que l'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup de chance en Polynésie. On a un plateau technique qui est vraiment, comment dire, presque supérieur aux autres territoires. Donc, on est les premiers sur la radiothérapie. Donc, le médecin qu'on a rencontré, sa vidéo, c'était le premier à la mettre en place en Polynésie. Et on a effectivement la chance d'avoir 4 oncologues en Polynésie. Et on a un TEP-scan qui arrive très bientôt, ici, 2027. Donc, on a vraiment en Polynésie, sur ce point, on peut dire qu'on est très bien. Ensuite, on a travaillé sur les différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans les territoires. Donc, je vais donner la parole à Esther sur les problématiques qu'elle a pu rencontrer. Alors, sur le département de la Guyane, dans la mesure que la prise en charge n'est pas disponible pour tous les types de cancers, notamment le cancer du sein, il est proposé de faire des évasales. Qu'est-ce qu'une évasale? C'est une évacuation sanitaire dans la métropole. Donc, ces évasales, elles sont réglementées, elles sont prises en charge par l'assurance maladie et elles donnent droit à. Elle se traduit par la prise en charge d'un billet et un hébergement. Cependant, il faut noter que même si cette prise en charge est proposée sur le territoire de la Guyane, les patients des autres territoires qui ont cette offre de soins, donc ils peuvent être pris en charge, elles font quand même le choix de partir vers la métropole parce que les délais de prise en charge sont beaucoup trop longs.
Donc, dans les deux cas, le protocole se déroulera en France hexagonale. Et malheureusement, il a déploré l'éloignement géographique et le choc culturel des patients en exode médical. Donc, concrètement, ça veut dire que il y a le dépaysement, il faut faire face au fait que on n'est pas confronté au changement climatique, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc, par là, j'entends les températures. Et donc, des fois, c'est un frein qui nous empêche de se concentrer sur notre situation. Mais bon, envie de vivre près surtout. Voilà, pour la situation des bassins. Alors, Annabelle va nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les femmes font le choix de partir sur une Evassan alors que ce n'est pas forcément préconisé. Concernant les Evassan, donc certaines femmes sur certains territoires, départements ou territoires ultramarins, prennent l'initiative de partir car il peut y avoir un délai d'attente trop long entre le moment où elle procède à une biopsie et il doit y avoir une interprétation. Donc, quand elles doivent avoir des rendez-vous qui se succèdent avec des professionnels de santé et que ces derniers peuvent aller au-delà de 2 mois. Donc, elles prennent l'initiative de prendre un billet et de se rendre vers la France hexagonale. Après, certaines bénéficient de l'Evassan, comme vient de l'expliquer Esther au niveau de l'exemple de la Martinique, quand elles sont effectivement, il y a une pathologie cancéreuse qui n'est pas prise en charge sur notre territoire martiniquais. Donc, il est mis en place un dossier pour cette femme pour qu'elle puisse être prise en charge par l'Institut de cancérologie par rapport à la pathologie qui n'est pas traitée sur notre territoire martiniquais. Ensuite, nous avons aussi abordé le problème de coordination aussi entre les différents secteurs sur certains territoires, car parfois il y a trop de cloisonnement entre les différents services intervenant dans le champ de la cancérologie. On a identifié également le problème lié à la tradition. C'est Karina qui va nous exposer ces points. Bonsoir et merci d'être là. Je suis stressée, donc si on a une feuille, il n'y a pas de souci. Je peux le lever d'ailleurs, parce que sinon je vais rester pétrifiée, parce que ça m'est jamais. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous, vos traditions. Ça sera pour nous d'ailleurs un plaisir durant tous ces jours de pouvoir en fait le découvrir. Je vais vous conter une petite histoire, juste comme ça. Une fois, en fait, il y a une dame, en fait, qui est venue, parce que nous, en fait, on n'a pas encore de nid. Donc, aujourd'hui, depuis peu, on a des bureaux. Mais donc, ça ne nous a jamais, vous voyez, ça commence. Ça ne nous a jamais empêché, si vous voulez, de pouvoir être dans nos missions d'accompagnement. Donc, on les fait, on loue à droite, à gauche. Mais en tout cas, l'idée pour nous, c'est d'aller au bout, en fait, de nos objectifs et de nos missions d'accompagnement avec les patientes et aussi les aidants. En parlant d'aidants, il est arrivé en fait un jour, voilà, une femme est venue en fait vers nous. Sa problématique, c'était qu'elle ne voulait pas faire des traitements. Alors nous, on s'est posé la question pourquoi elle ne voulait pas en fait aller vers ces traitements pour pouvoir se soigner, pour pouvoir guérir, ou pas, ça peut arriver, mais en tout cas pour pouvoir guérir. Elle nous explique qu'en fait, son compagnon ne veut pas qu'elle fasse les traitements parce que, il a tout simplement peur d'avoir une femme qui a juste un sein. Oh, pas mal. Juste en fait, une femme qui a juste un sein. Comment ça se passe en fait chez vous? Est-ce que, on va parler, il y a des hommes là, est-ce que
ça vous pose en fait un problème, je vais parler aux messieurs qui sont là, ça vous pose obligatoirement en fait une problématique ici, hein, parce qu'on est là, on est à Tahiti, que votre femme, en fait, par exemple, n'est plus un saint, ou n'est plus deux saints, par exemple. Je vais bailler avec vous, hein. Vous savez. Est-ce que ça pose en fait une problématique particulière pour vous, mesdames, un retour par rapport en fait à cela, en fait, en tout cas, de votre côté? N'ayez pas peur, vous pouvez en fait parler, échanger en fait dessus. C'est juste que ce soit légèrement interactif. Je prends tout de suite plus de temps que prévu. Hein. C'est juste en fait comprendre et savoir. Est-ce que ça se passe en fait sur le territoire? Est-ce que ça se passe en fait de la même façon que par exemple chez nous? On a aussi beaucoup de tabous, énormément en fait de tabous. Il y a aussi le regard aussi de l'autre, le regard qui est porté en fait de l'autre par rapport en fait à la situation, par rapport à cette problématique. Savoir en fait aussi que chez nous, en fait, en milieu rural, la plupart du temps, ben, on est obligé aussi ben, d'aller aussi vers les personnes parce que c'est plus compliqué. Parce qu'ils ont du mal en fait à venir en fait tout simplement vers nous. Parce que parfois ça peut être très complexe en fait pour eux. Parce que des fois, bon, c'est une problématique. Bon, soit ils n'arrivent pas en fait à avoir ben, tout simplement de voiture ou autre pour venir en fait vers nous. Donc du coup, nous, à ce moment-là, on est obligé ben, d'aller vers eux et d'aller en fait les chercher pour pouvoir justement leur expliquer comment ça se passe en fait durant le parcours de soins. Expliquer aussi en fait aux aidants comment ça se passe aussi durant le parcours de soins, comment ils peuvent mieux en fait accompagner l'autre durant en fait le parcours de soins, que ce soit avant ou même pendant, parce que ça peut être aussi au moment de l'annonce en fait tout simplement. Mais énormément en fait de tabous. Il y a aussi en fait le jour religieux en fait qui malheureusement en fait a souvent qui met un poids, et il y a aussi le poids familial. Alors il y a beaucoup en fait le poids familial en fait chez nous maintenant pareil. Hein. Chez vous, j'espère en fait pouvoir en fait découvrir tout ça. On espère vraiment pouvoir découvrir tout ça. Mais chez nous, ce sont des choses en fait qui reviennent régulièrement. Et savoir un petit peu voilà comment ça se passe. Est-ce que vous avez envie d'échanger en fait 2 secondes là-dessus ou pas? Ne sait-on jamais? Mais vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait en fait en parler? Ça peut être intéressant. Je suis Isabelle de Amazon Patient. Oui, les deux quand même. Moi, je dirais que mon chéri, il a eu du mal il a eu du mal à regarder, il a du mal à accepter plus. Enfin, moi, au début, j'étais vraiment, je gardais un pansement sur ma cicatrice parce que je ne pouvais pas. Et puis, lui, ça a pris vraiment plusieurs mois. Et je pense qu'aujourd'hui, il a accepté, mais c'est vrai que la façon dont je m'habille, j'ai super chaud tout le temps. Hein. Déjà, il fait chaud, et en plus, quand tu as une chimiothérapie, c'est encore pire. Et du coup, c'est vrai que ben, je continue à mettre des débardeurs, tout ça, parce qu'au final, j'ai accepté ma cicatrice. Je ne vais pas dire que je m'en fous, mais ça ne me pose pas de problème qu'on la voit, qu'on voit que j'ai pas de sein. Enfin, voilà, j'ai accepté, c'est comme ça. Mais lui, par contre, ça me dérange beaucoup. Il a vraiment du mal. Ben, là, il m'a dit, tu mets ce t-shirt là, c'est mieux. Et c'est vrai qu'il y a quand même un regard qui ça bloque un peu. D'accord, ok. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner en fait? Oui. Peut-être son micro. C'est un regard de l'extérieur, parce que je ne suis pas encore patiente. Mais je peux dire que Amazon nous a ouvert les yeux sur ce sujet parce qu'il y a eu une exposition une année à la Maison de la Culture sur donc c'était des patientes qui étaient mises en scène sur des photos. Certaines ont participé dans l'assemblée. Mais en tout cas, c'était des très belles photos de ces patientes et dont certaines sans un sein. Et c'est vrai que on n'est pas habitué, c'est vrai que pour nous, le sein c'est féminin, on ne s'imagine pas du tout ce que c'est que de vivre sans. Et du coup, c'est un peu d'avoir un autre regard de bienveillance. Envers soi-même pour changer le regard des autres. C'est ce qu'on aime faire en fait chez Amazon. Oui, beaucoup. Pouvoir en fait aider l'autre à pouvoir changer son regard en fait sur lui-même pour pouvoir aller de l'avant. Puisque
Ça peut arriver à toutes. À n'importe quel moment, en fait, du jour au lendemain, effectivement. Oui. Et en fait, on parlait en fait de projets photothérapeutiques, et c'est vrai que c'est quelque chose en fait qu'on met énormément en avant et qui a aidé énormément de femmes depuis 2017 en fait que Amazon justement a mis en fait justement ces expériences photothérapeutiques en place, qui permettent effectivement de pouvoir aider et même aider d'ailleurs parfois les compagnons à pouvoir comprendre mieux la maladie et à voir aussi que concrètement ce n'est pas ce n'est pas justement la femme ne dépend pas en fait Que d'une enveloppe. Exactement, exactement. Il y a une personne derrière. Il y a une personne derrière. Et quel qu'en soit d'ailleurs le type de cancer, hein, quel qu'en soit, il y a toujours en fait une personne derrière avant tout et avant la maladie. Il y a une personne. Cette personne elle est importante et il faut pouvoir en fait la prendre en compte et être à l'écoute d'elle. Et ça c'est primordial. Il y en a. Voilà. Je me présente, je suis de Bora Bora, Sylvana Stoll. Je voulais vraiment saluer le travail de l'Amazon Pacifique, la présidente d'abord Marie-Christine, et vous applaudir toutes parce que venez de si loin et puis venez nous aider, nous soutenir et partager ce que vous vivez, m'a vraiment aidé. Alors, nous avons un papa à qui on a retiré un sein à Bora. Ça a vraiment perturbé, je dirais, la majorité de la population. Un homme en retire aussi un sein. Alors, c'est difficile parce que la coutume polynésienne, enfin, personnellement, c'est qu'au départ, on a honte. On a honte d'en parler. La peur, elle vient après. Et c'est vrai que c'est là où on a plus besoin d'avoir le soutien des enfants. Et je pense que ce travail-là devrait être porté même au niveau de l'école, c'est-à-dire enseigner à nos petits-enfants ce que c'est que la maladie. Parce que j'ai même des témoignages où ce sont les enfants qui ont persuadé leur maman d'aller se faire dépister. Et malheureusement, tatu oipa yoran. Ainsi que les enfants, ce sont des messagers de demain, même des métiers de demain. On intervient beaucoup en milieu scolaire, justement, pour faire ce travail-là. Et même d'ailleurs, pour ces 1% d'hommes, justement, même si on n'accompagne que les femmes, mais on fait toujours une sensibilisation sur ces 1% d'hommes, justement, qui peuvent justement être diagnostiqués d'un cancer du sein, et quel qu'en soit d'ailleurs. On fait toujours en fait une intervention à large échelle, pardon. L'idée pour nous, c'est faire de la prévention et prévenir. Oui, exactement. Oui. Je suis désolée, je suis en train d'exploser je sais ton montage. C'est normal, on est des Amazones, on fait tout. D'accord, à 21 heures. Ah bon, on va continuer sur le parking. Alors, juste un témoignage qu'on n'a pas entendu d'autres. Et que là, on a donc un magazine Amazon qui en a sa 6e édition cette année. Et en fait, l'année dernière, on voulait faire un article sur ceux qui restent. Parce que ceux qui restent et ceux qui partent. C'était ceux qui partent. Parce qu'en fait, on ne voulait pas. Il y a beaucoup de femmes beaucoup de couples qui se séparent après l'annonce d'un cancer et après le parcours d'un cancer. Et au sein de nos associations, on a beaucoup de jolies femmes célibataires. Et voilà, on a trouvé des messieurs très jolis. Et on s'est posé la question, parce que c'est ça aussi Amazon. Et le livre, c'est qu'on se retrouve avec une femme, on parle de ces problématiques, de la sensualité, de la sexualité, de ces questions qui sont aussi taboues. Et parfois, on n'ose pas en parler à un médecin. Et voilà. Et ou à notre compagnon, ou même à notre sœur, c'est des choses assez intimes qui nous touchent vraiment dans une intimité de l'intimité. Et on a voulu faire un article sur justement ceux qui partent. Pas pour leur dire ah, c'est pas bien, vous partez, pour comprendre pourquoi est-ce qu'un homme, tu as posé la question, voilà, ou une femme, peuvent
peuvent quitter ou partir après que son conjoint, que sa conjointe ait eu un cancer. On n'a pas trouvé, on a écumé toutes nos associations, on a fait des appels sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que ça nous est arrivé dans un article, on n'a trouvé aucun homme qui ait bien voulu témoigner sur pourquoi est-ce qu'on a trouvé plein d'hommes qui sont restés. Donc des hommes fantastiques. On n'a trouvé aucun homme qui a bien voulu nous dire pourquoi il est parti. Or, il y en a, on les connaît. Ce n'est pas parlé pour leur dire oh, vous n'êtes pas fantastique, c'était vraiment pour leur dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Comprendre. Et dernièrement, il y a sur les réseaux sociaux un homme qui nous a raconté une aventure, enfin une aventure, je trouve ça génial. Et il demandait aux Amazones, il a tagué plein d'associations Amazon, de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui est un Martiniquais, jeune trentenaire, part à Paris, etc. Aujourd'hui, c'est mythique, c'est les applis et tout. Il rencontre une jeune femme, ils se rencontrent en soirée, le courant passe, on connaît tous et tout ça, frissons, il se passe quelque chose, l'alchimie se crée, on poursuit dans un endroit plus discret, enfin plus intime, chambre, que sais-je. Et là, la jeune femme se déshabille, elle n'a qu'un sein. Et le monsieur explique que son excitation, zéro, il était prêt à faire plein de choses, mais après ça ne répondait plus. Et il explique qu'il s'est retrouvé extrêmement mal à l'aise. Il s'est senti bête, il s'est senti coupable. Il s'est senti coupable de ne plus avoir de désir alors qu'il avait du désir au départ pour cette femme. Et j'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part. Sur les réseaux sociaux, donc il tourne ses amis, etc. Il a raconté cette histoire et il nous a tagué, il nous a dit qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. On ne nous parle pas assez de ça. Donc, c'est vrai, ces questions sont importantes. Et ça fait partie aussi de nos missions de lever les tabous, de donner la parole. Et on croit que petit à petit, on va y arriver. Voilà, je voulais apporter ce petit témoignage qui est quand même important. Absolument. Ça va partir. Je voulais vous demander, vous avez l'adresse de ce monsieur? Non, mais c'est vrai, vous allez sans moi. Non, mais c'est sérieux, je suis sérieux. Je suis sérieuse, hein? Oui, c'est sans moi. Eh bien, vous lui écrirez et vous lui direz de mettre en place l'association des gladiateurs. Et s'il a besoin de quelqu'un, j'ai mon petit frère qui est pour. Voilà. C'est tout. Merci à tous. Effectivement, exposé. Ce n'est pas grave. Les échanges sont importants et ils sont riches. Je vais juste vous lister les 2-3 points. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous donner la parole, les filles. Merci d'être là. On a identifié des pistes peut-être de travail. On parle toujours dans le cancer du sein, le suivi oncogénétique qui serait important. On a identifié effectivement le parcours patient et à développer et à mettre en place de façon plus, plus systématique. Ensuite, on a identifié le dépistage, comme sur les autres territoires, il y a un dépistage par courrier. C'est-à-dire que les femmes reçoivent un courrier pour leur indiquer c'est le moment pour vous d'aller faire votre mammographie. Donc, c'est une des pistes. On a réfléchi tout à l'heure avec Tasmanie. Donc, il y a des pistes qui sont envisagées aussi en Polynésie. Le courrier, c'est compliqué, les téléphones. Mais voilà, il y a des choses qui vont arriver. Ensuite, ce qu'on a trouvé, ce qui est ressorti dans nos débats, ce sont des axes pour nous les Amazones. Pour nous les Amazones, ce qui était important, c'est de développer le partenariat avec les institutions. Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'ICPF, on travaille beaucoup avec le CHPF également, les infirmières de coordination, on travaille sur la prévention et aussi sur le concept de handicap.
est un handicap invisible pour nous et c'est important de pouvoir être présent. Elle était présente sur la semaine du handicap il y a 15 jours. Donc, le but pour nous, c'est vraiment de développer dans cet axe des spots publicitaires, peut-être à mettre en relation avec ces institutions, des vidéos. En Polynésie, on a eu le Taronatéré l'année dernière et on a participé avec l'ICPF. Donc, effectivement, par rapport aux visites que l'on a eues, la Polynésie est bien placée sur ces territoires, sur ce point. Parce que puis, ils nous ont dit, quelle chance vous avez qu'elle nous envie nos institutions. Ensuite, on a identifié comme point d'action pour nous, il faut que l'on se rapproche impérativement du milieu médical, des hôpitaux, se rapprocher de l'hôpital, des infirmières, des différentes associations, pour communiquer sur nos actions, par le biais de flyers, d'affiches dans les cabinets médicaux, de visites à l'hôpital, parce que c'est important de rencontrer les patients, c'est par ce biais aussi qu'on peut aussi les accompagner. Un des points pour nous importants, la difficulté, c'est peut-être les territoires sur lesquels on est. Par exemple, à la Réunion, c'est un territoire très vaste. Donc, Naïma intervient plutôt sur un côté, puisque bon, en termes d'effectifs, on n'a pas un effectif qui est suffisant. Nous, en Polynésie, c'est la même chose. Il nous faut déjà rien que nous aller sur la presqu'île. Et on n'a pas d'affiche encore sur la presqu'île. Donc, c'est dans des axes d'amélioration, parce que c'est vraiment un point important. Donc, sur cette première partie, on a été très rapide. Du coup, je vais laisser la parole à Théanini pour clôturer cette première partie. Et ensuite, on va passer par rapport aux missions de l'ICPF. Et ensuite, on passera sur la partie HPV. Bonsoir, je suis le docteur Théanini Temata-Otosh, je suis la nouvelle directrice de l'Institut du cancer. Déjà, je voulais remercier très chaleureusement les Amazones, toutes les nouvelles Amazones qu'on a rencontrées, les Amazones de Polynésie aussi. On les a accueillis hier midi pour un bref déjeuner et vous nous avez reboosté pour l'année. Donc, merci beaucoup pour votre présence et toutes ces bonnes énergies que vous nous avez apportées. Cet après-midi, c'était aussi très intéressant parce que, bon, forcément, de toute façon, tous les moments d'échange sont intéressants. On avait déjà dit que hier, qu'en plus, avec nos problématiques communes, on allait probablement avoir des échanges qui seraient fructueux, que ça soit dans les deux sens. Donc, en effet, ce qui est ressorti, comme l'a dit Marie-Christine, c'est qu'il y a quand même pas mal d'axes où on est chanceux. C'est pas forcément tout le temps le ressenti qu'on a, mais c'est bien d'avoir un point de vue extérieur pour nous l'apporter. Et puis voilà. Et donc, on a en effet des axes d'amélioration à avoir. Donc, l'Institut du cancer qui a été créé en 2021, qui est un très jeune institut, l'idée était d'améliorer la prise en charge du cancer en Polynésie, donc qui actuellement est prise en charge par le CHPF, qui fait un très gros travail au quotidien. Et donc, nous, on a repris certaines missions qui étaient à la direction de la santé auparavant, donc notamment la mission du registre des cancers et des programmes de dépistage. Donc, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure quand on abordera le sujet. Et puis, on a mis en place aussi un pôle coordination alors qui a pour mission de rassembler tous les intervenants autour du cancer, que ce soit le libéral, le CHPF, voilà, et les autres institutions. Et la recherche aussi qu'on essaye de développer, et ensuite des gros projets qu'on a présentés, donc que ce soit le laboratoire d'Anapat qui devrait ouvrir l'année prochaine, et l'institut final, donc on espère à horizon 2027. Donc voilà, énormément de projets en effet. Donc l'équipe de l'ICPF, certains sont là.
Si vous pouvez vous lever et qu'on vous applaudisse aussi, parce qu'il faut vraiment se lever. On a tous parlé hier midi un peu de pourquoi on s'était engagé dans ce domaine qui nécessite énormément de dévouement. Et voilà, c'est un travail au quotidien. Et en plus, on travaille avec les associations. Notre but, c'est vraiment d'améliorer le parcours patient dans ce passage difficile. Déjà, d'éviter aux patients d'être un jour patients avec les programmes de dépistage. Et puis, quand malheureusement on arrive au cancer, de pouvoir aussi accompagner et d'être toujours dans un échange quotidien. Donc, que ça soit avec la Ligue contre le cancer ou Amazon, on est vraiment dans un travail en partenariat et c'est très important pour nous. Donc, pour très brièvement présenter l'émission, donc comme je le disais, donc dans tout ce qui a été dit cet après-midi, c'est en effet ce sur quoi on travaille, que ce soit le parcours patient, les EVASAN. Donc, il y a eu la création d'une cellule d'accompagnement des EVASAN au CHPF il y a 3 semaines. Donc, l'idée, c'était vraiment au moment où un patient, donc on lui indique une indication d'EVASAN parce que le traitement ne peut pas être fait en Polynésie. C'est déjà de le recevoir en entretien, d'écouter ses peurs, ses craintes, à lui, elle et sa famille, et après pouvoir l'accompagner tout au long du parcours, s'il faut faire un passeport, s'il faut faire... Heureusement, maintenant, la vaccination Covid n'est plus obligatoire, mais à l'époque, il y avait aussi ça aussi à gérer. Et donc voilà, donc, cette cellule d'accompagnement se met en place tout doucement en partenariat avec le CHPF, et donc c'est une mission de l'ICPF. Et on a 2 infirmières qui travaillent quotidiennement dessus. Donc pour le parcours patient sur les EVASAN. Ensuite, on essaye aussi de coordonner les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc le docteur Moulin, qui est médecin au CHPF, nous aide et va continuer à nous aider dans cette difficile voie de coordination des partenaires. Et voilà, après, je présenterai tout à l'heure ce qu'on fait au niveau du dépistage, de la vaccination HPV et des campagnes de sensibilisation qui sont aussi nos gros pôles d'action. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cet institut ici. Ce n'est pas le cas des autres pays d'outre-mer, donc n'hésitez pas à vous servir de nous comme exemple pour aller, voilà, et puis c'est le début d'un long partenariat. Voilà. Alors, on va continuer donc cette présentation sur la partie HPV et je vais inviter Léa Gosset à venir nous rejoindre. Vous l'avez compris, on met à l'honneur les femmes. Parce qu'on est très très forte, on a parlé qu'est-ce qu'une Amazone, et il fallait définir, on est des guerrières, et puis on est... Alors Léa donc, a fait une vidéo sur le HPV, donc avec le réseautage. J'ai pu la rencontrer, et donc elle va nous exposer rapidement comment cette vidéo, et puis on l'envoie. Bonjour à tous, merci Marie-Christine pour l'invitation. Donc moi je suis Léa Rousset. Je suis étudiante en dernière année des études de médecine pour devenir médecin généraliste. Et en fait, je réalise une thèse de fin d'études sur le papillomavirus et la vaccination anti-papillomavirus. Donc le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus, entre autres. Cette thèse, elle a pour but de montrer les freins rencontrés par les professionnels de santé sur le déploiement de la vaccination en Polynésie. Et j'ai réalisé l'année dernière une petite vidéo le 4 mars, qui est en fait la journée mondiale de prévention contre les cancers induits par le papillomavirus. Et donc voilà, c'est une petite vidéo pour reprendre avec des mots simples ce que c'est que le papillomavirus, ce que ça engendre, donc les différents cancers, et pour reprendre 2 schémas de prévention, à savoir le dépistage et la vaccination.
Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir toucher le grand public et d'expliquer avec des mots compréhensibles par tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, voilà. Et de sensibiliser au maximum toute la population, du moins polynésienne et autres. Voilà. Bon visionnage. Ça peut être grave comme virus, oui, effectivement, car c'est un virus qui peut être responsable de l'apparition de cancer. Peut-être que tu as déjà entendu parler du cancer du col de l'utérus. Eh bien, c'est le papillomavirus ou HPV qui en est responsable. Mais attention, il faut savoir qu'il est aussi responsable d'autres cancers moins fréquents qui peuvent toucher les parties génitales chez la femme et chez l'homme. On peut aussi retrouver des cancers de la bouche et de la gorge. Comment on attrape le virus? C'est un virus qui se transmet par la sexualité et qui est extrêmement contagieux. On estime que près de 80% de la population le rencontrera au moins une fois dans sa vie. Cette contamination peut se faire très tôt dans la vie sexuelle, parfois même lors du tout premier amour. Avec ou sans pénétration, car de simples caresses suffisent à transmettre le virus. D'ailleurs, on dit que le préservatif n'est pas totalement efficace pour ce virus, car le virus se trouve également au-dessus des organes génitaux. Si on l'attrape, on aura forcément un cancer? Eh bien non, dans 90% des cas, la nature est bien faite et son système immunitaire va se débarrasser tout seul du virus. Et dans 10% des cas, le virus va s'implanter dans la peau et dans les muqueuses, il va évoluer et se multiplier, ce qui va donner des anomalies. Ces anomalies, c'est ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Elles vont ensuite devenir un cancer en à peu près 10 à 15 ans, ce qui nous laisse le temps de te dépister. Dans le cadre du cancer de l'utérus, par exemple, tu as déjà dû entendre parler du frottis. Eh bien, le frottis, c'est un examen gynécologique de dépistage qui permet de détecter l'anomalie de ton utérus avant qu'elle ne devienne un cancer. Si tu as entre 25 et 65 ans, c'est donc primordial que tu fasses cet examen tous les 3 ans, car ça nous permettra à nous les filles de détecter ta lésion et de pouvoir la soigner avant qu'elle ne se transforme en cancer. En plus, c'est un examen qui est totalement gratuit pour toi. Alors, prends soin de ta santé et parle-en avec ton gynécologue, ta sage-femme ou ton médecin traitant. Il n'existe pas de traitement pour se débarrasser du virus? Bien, une fois que tu es contaminé, il n'existe pas de médicament pour te soigner. Par contre, il existe une solution très efficace qui est ton système immunitaire à être plus fort et à se débarrasser du virus dès qu'il le rencontre, c'est la vaccination. Il existe un vaccin très efficace qui est disponible chez la fille et chez le garçon. Ce vaccin diminue de 97% tes risques d'avoir un cancer. Pour une efficacité optimale, il faut que cette vaccination soit faite entre tes 11 et tes 14 ans, dans l'idéal, ou au moins avant tes 19 ans. Tu peux déjà trouver le vaccin à la pharmacie, mais il n'est pas remboursé. Par contre, le gouvernement travaille sur un projet pour faciliter ton accès à la vaccination. Si tu es intéressé pour plus de renseignements, je te laisse t'orienter vers ton dossier. Et pour finir, n'oublie jamais que ta santé et celle de tes proches est un trésor et qu'il faut en prendre soin. Merci Léa. Parce que vous pensez de cette vidéo, le temps que... Qu'en pensez-vous? Très bien. Je raconte pas tout de suite, comme ça, tu vas savoir un peu clair, c'est très clair. Bonsoir. Bien, écoutez, je trouvais que la vidéo était vraiment très bien racontée, surtout par une petite fille, parce que j'ai ma fille qui est là, il y a 10 ans, donc qui va être bientôt obligée de faire ce vaccin, parce que j'ai mes 2 grandes filles qui l'ont fait à 12 ans. Prévention qui avait été donnée par les écoles à l'époque. Donc maintenant, elles ont 29 ans et 27 ans, donc elles ont eu droit à ce vaccin. Mais je trouve qu'il est très bien expliqué et à la portée de tous en plus. Ça, il n'y a pas besoin d'être. Je veux dire, moi j'ai très bien compris et vraiment bravo en tout cas. Il est très bien expliqué.
Et j'ai appris des choses, hein, parce que je ne savais pas qu'il était autre part que dans le col de l'utérus, hein, parce que je ne savais pas qu'il était aussi dans les parties génitales chez l'homme. Donc, franchement, que bien expliqué. En tout cas, bravo. Christine, merci beaucoup de réaliser cette journée. Je suis vraiment ravi de voir ces dames de notre père et surtout très, très combative, très courageuse et très dynamique. Comme j'ai participé cet après-midi aux ateliers et c'était très énergisant, comme disait Théanie, vraiment merci. Je suis également ravi que Marie-Christine m'ait invité. Alors, j'ai peut-être la partie un peu ingrate, puisque c'est un peu plus technique. Là, Léa nous a montré une vidéo extrêmement pédagogique. Et donc, moi, je vais vous montrer des diapositives avec beaucoup de courbes et beaucoup de... Mais bon, je vais essayer d'être synthétique et pédagogique également. C'est le professeur Descamps qui m'a prêté ces diapos. C'est un gynécologue obstétricien qui était un de mes maîtres, qui est de Angers. Donc, il est venu en Polynésie pour vous présenter justement tout ce qui concerne l'HPV. Il est allé aussi à Nouméa. Donc, il a eu la gentillesse de me prêter les diapos que je vais vous présenter tout de suite avec deux, trois messages à vous donner. Alors, le cancer du col en Polynésie française, vous voyez ici ce diagramme qui est fait, le chiffre, c'est 9,3 au niveau du taux d'incidence pour 100 000 années femmes. Alors, vous voyez que par rapport à, malheureusement, la Guyane a beaucoup de cancer du col et en bas de la liste, on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, vous le verrez plus tard, par exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande vaccinent beaucoup et plus on va vers le début, moins on vaccine. Vous voyez aussi la distribution en fonction de l'âge. Cancer du col, c'est un cancer de la femme relativement jeune, donc avec un pic quand même entre 40 et 44 ans. D'où l'importance, bien sûr, de le dépister le plus tôt possible. La suivante, c'est le bon, là, le fardeau, entre guillemets, c'était par rapport à toute l'énergie qu'on doit fournir pour prendre en charge le cancer du col, avec bien sûr les décès, le nombre de cancers. Ce que ça implique, notamment quand on réussit à le dépister tôt, on fait l'éconisation, on enlève un petit bout de col, et là c'est autre chose, on a pratiquement on a guéri, on n'arrive pas au cancer. Et avant d'arriver au traitement, il faut bien sûr faire les frottis et puis les colposcopies avec des microbiopsies. Donc vous voyez tout ce que ça mobilise comme moyen et comme temps. La suivante, s'il vous plaît. Un petit rappel sur l'histoire naturelle du cancer du col. En quelque sorte, on attrape le human papillomavirus, le HPV, dans sa jeunesse, hein, au début des rapports sexuels notamment. Ensuite, on s'en débarrasse progressivement, comme le disait Léa, mais malheureusement pas toujours, puisqu'il arrive qu'on ait des lésions au début de pré-cancer. Et si on dépiste pas, évidemment, on arrive au cancer. C'est une histoire naturelle qui s'étale, comme vous le voyez, sur quand même des dizaines d'années. Donc, globalement, on a quand même le temps de le dépister, de le prévenir et d'éviter d'arriver au bout du bout. Voilà, la suivante. Toujours l'histoire naturelle du cancer du col. On s'infecte avec le human papillomavirus. Dans plus de 80% des cas, on ne développe aucune lésion. Mais petit à petit, dans 20% des cas, on développe les lésions qui sont au début de bas grade, CL1,
puis de haut grade CN2, puis de CN3. On arrive, on s'en débarrasser quand même. On n'aboutit pas forcément au cancer. Et tout ça s'étale sur une quinzaine d'années, donc plus ou moins 13 ans. Donc en attendant, on a le temps de traiter, on a le temps de s'en occuper. Voilà la suivante. Donc globalement, le message, c'est de dire que s'il y a un dépistage des cancers qui marche, c'est bien celui-là, parce qu'on a le temps de s'en occuper. Et on disait à l'époque que c'est un peu péjoratif, on disait que c'était le cancer de la négligence, parce que les femmes ne se faisaient pas dépister. Donc c'est une importance fondamentale de se faire dépister. Et parlons ensuite de la vaccination qui est encore meilleure. Alors là, c'était juste pour vous dire que le dépistage en France, en gros, 60% des femmes se font dépister en France, ce qui est vraiment un petit peu loin de l'objectif des 80% qu'on se donne. Maintenant, à l'époque, le budget interne, c'était moins d'une femme sur deux. Alors ici, en Polynésie, le Théanini va peut-être nous en parler. Ce que j'en sais, c'est, enfin, mon expérience, c'est que peut-être 30% des femmes qui se font dépister, donc c'est vraiment largement insuffisant. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il faut faire des progrès. On voit un petit les autres dom-toms. Alors bon, c'est pas parce que ma femme est réunionnaise, mais la Réunion, on s'en sort très bien, les dépistes bien. Alors voilà, suivant, s'il vous plaît. Voilà, c'est à peu près la même diapo pour dire qu'on dépiste entre 25 ans et 65 ans et que maintenant on a un nouveau schéma de dépistage. Avant, on faisait, quand j'étais interne, on faisait un frottis tous les ans. Après, on a fini par faire un frottis tous les 3 ans, à partir de 20 ans. Et maintenant, on a un petit schéma qu'on va voir à la diapositive suivante. Alors, ce nouveau schéma de dépistage n'est pas encore en cours en Polynésie. Et en France, ce n'est pas encore totalement non plus mis en place, mais bon, voilà, ça va se faire. On fait un premier frottis à partir de l'âge de 25 ans, un deuxième un an plus tard, un troisième à l'âge de 29 ans, et ensuite on passe au dépistage de l'HPV, justement, à partir de 32 ans et tous les 5 ans. Et à partir de là, on dépiste pratiquement la totalité des pré-cancers du col, des lésions dysplasiques de bas grade. C'est à partir de là qu'on peut rapidement agir. Si le test HPV est positif, c'est là qu'on fait un frottis ou une colposcopie avec des biopsies. Et on évite de toute façon le cancer du col. Ce schéma va être bientôt, j'espère, mis en place aussi avec le reste. Alors, parlons maintenant de la vaccination. La vaccination, vous voyez que ça ne date pas forcément. Enfin, je veux dire, les essais cliniques pour mettre en place cette vaccination datent de 98. Vous voyez les dates. On va dire qu'elle a commencé à être mise en place et remboursée en France en 2007. Après, on va voir quelques pays. Alors, je voulais juste, je suis désolé à la technique. Est-ce qu'on peut passer à la dernière diapositive avant d'en continuer avec à la suite? Ça ne pose pas de problème technique. La dernière, c'était juste pour vous montrer le principe de la vaccination. En 2 mots. On injecte en fait une capsule vide de virus. C'est juste l'enveloppe qu'on injecte. Il n'y a pas de virus dedans. C'est ce qu'on appelle les virus like particules, PLP. Donc c'est ça qu'on injecte.
le corps, l'immunité produit des anticorps anti-virus, et dès que l'organisme est en contact avec le vrai virus, eh bien, les anticorps le neutralisent immédiatement. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est le principe de base de la vaccination. Donc, c'est juste pour vous dire que on n'injecte pas de maladie, on risque pas d'être infecté. Voilà, c'était pour un petit peu rassurer dans un premier temps sur ce qu'on injecte. Donc, désolé si on peut revenir à la diapo. Donc, on a ce monsieur-là, c'est un. Alors, on peut descendre. Alors, le schéma vaccinal est initié chez les garçons et chez les filles entre 11 ans et 14 ans. Première dose, et puis deuxième dose 6 à 13 mois plus tard. En 2 doses, on a une immunité qui a été améliorée depuis qu'on a le vaccin dit monovalent, Gardasil 9, avec 9 types de HPV. Alors, le petit encart là, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on vaccine qu'on va éviter le dépistage dont on a parlé. On fait la vaccination et en même temps, on continue le dépistage. On a aussi moyen de rattraper, si on peut dire, la vaccination entre 15 et 19 ans. Même si les jeunes gens ont déjà eu des rapports, on peut faire un schéma vaccinal avec 3 doses, comme vous pouvez voir. 0, 2 mois plus tard, et puis 6 mois après la première dose. Et il y a un schéma vaccinal. Alors, vous vous posez peut-être la question, HSH, ça veut dire les hommes qui ont des rapports avec des hommes. On peut faire la vaccination chez eux jusqu'à l'âge de 26 ans. Maintenant, on va le voir peut-être après, vite fait, on commence à parler de vaccination jusqu'à 26 ans, chez tout le monde. Donc, bon, c'est en cours d'études. Donc, c'est la suivante. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on vaccine aujourd'hui qu'on va avoir les résultats maintenant. Il faut attendre des décennies pour avoir un résultat. Et d'ailleurs, c'est les pays comme l'Australie qui sont les pionniers en la matière, et la Suède, donnent des résultats aujourd'hui. On va juste un petit peu regarder avec les diapositives suivantes. Donc, on commence par l'Australie, c'est vraiment les premiers qui ont commencé à vacciner avant 2007. Et ils ont même rendu obligatoire la vaccination pour tout le monde, partout dans les écoles, même dans les endroits les plus lointains possibles. Je suis allé d'ailleurs en Australie avec MSD, et on a pu discuter de tout ça, et ils ont fait vraiment une grosse campagne, et ils se sont aperçus qu'aujourd'hui les résultats, par exemple ça, c'est par rapport aux condylomes, donc les verrues génitales qui sont particulièrement gracieuses, ont été évitées chez 92% des jeunes femmes qui ont été vaccinées. Donc, il y a une disparition quasi complète des condylomes en Australie. Donc ça, c'est déjà une première conséquence de la vaccination. Ensuite, on peut continuer. On parle de tout type d'infection génitale à HPV. Cette fois, c'est une étude américaine. On voit qu'il y avait quand même 35% de taux de prévalence de HPV chez les Américaines de 13 à 26 ans. Et après couverture vaccinale autour de l'objectif, on a baissé la prévalence de plus de 80%. Donc, encore une preuve que la vaccination a déjà été efficace. Alors, continuons.
Alors ça, c'est les lésions précancéreuses du col. Alors, je vous ai fait les condylomes. Je vous ai fait la prévalence du test HPV fossile. Et maintenant, c'est les lésions précancéreuses qui également sont réduites. Par exemple, dans cette étude danoise, 73%. En Suède, 75%. Donc déjà, on est efficace sur tous les plans, sur toute l'histoire naturelle de ce cancer. La HPV. Bon. On va avancer. Alors, avancons. Ça va, dans des temps encore, ça va. C'est un peu voilà, donc après avoir fait, voilà, là c'est le cancer du col, c'est efficace aussi, on peut passer à la suite. Voilà, donc il y a quand même, aujourd'hui c'est 138 pays, 130 pays qui ont validé, si on peut dire, utiliser cette vaccination. Donc, depuis 2026, donc, bien de 2026, pardon, et donc maintenant ça va être mieux. Très bien, c'est bien. On peut continuer. Voilà, donc efficacité, sécurité, les deux multiples articles ont été écrits, on peut continuer encore. On peut encore continuer, donc ah, voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, nous sommes comme nous sommes en difficulté, il fallait quand même qu'on parle des garçons un petit peu. Hein. Bon, moi, je suis gynécologue, pas une femme, mais je m'occupe beaucoup des femmes. Donc, maintenant, pourquoi vacciner les garçons en quelques diapos, je vais vous montrer que c'est absolument impératif de vacciner les garçons également, car ce sont la transmission se fait, bien sûr, femme, homme, femme. On peut continuer. Il y a des spécificités chez l'homme liées à l'HPV, infection plus fréquente, et puis des anticorps naturels moins protecteurs, et une sensibilité aux injections HPV plus élevée. Donc il y a quand même un portage plus longtemps, une contagiosité plus longue. Bon, bah, je vais peut-être pas forcément passer immédiatement parce qu'on est en train de dire qu'on va donner le dehors. 8h03. Non, 8h07. Oui, voilà. Encore un petit peu, voilà, 2 minutes. 2 minutes. Désolée. Voilà, j'ai mis encore. Voilà, transmission les hommes plus à risque. On peut continuer encore. Là, c'est juste pour vous dire que ça ne touche pas que le cancer du col ou que les femmes, ça touche aussi les cancers ORL, le cancer de l'anus, du pénis. Et d'ailleurs, on veut la petite histoire très rapidement. L'acteur Michael Douglas a eu un cancer ORL lié à l'HPV et il l'a annoncé de façon publique en disant méfiez-vous de l'HPV. Et il a énormément de cancers non génitaux liés à l'HPV. Et ça, c'est très important. Et la vaccination donc, permet de les éviter. On descend encore un petit peu. Voilà, donc on a commencé la vaccination mixte en janvier 2021 en France. On peut descendre aussi. Voilà, donc c'est recommandé, je vous l'ai dit. On peut descendre encore. Les autres pays l'ont déjà fait depuis longtemps. On est un petit peu en retard. Il faut descendre encore. L'Europe le préconise. On peut encore descendre. Donc voilà, vous avez vu que dans le monde, ça fait longtemps que certains le font. Et on peut encore descendre. Et nous, on va bientôt le faire d'ailleurs. Et on peut encore descendre. Descendre encore. Voilà, donc tout le monde encore un peu. On va aller jusqu'au bout. Alors, et on va encore descendre presque à la fin parce qu'il y a encore. Donc, voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'au niveau mondial, il y a d'énormes ambitions, ce sera la dernière diapo.
Au niveau mondial, la FIGO, donc la Fédération internationale du niveau obstétrique, et la World Health Organization ont des ambitions énormes en disant voilà, on veut vacciner 90% des jeunes gens, on veut dépister 66% des femmes, le cancer du col notamment, et on veut réussir à traiter 90% qui sont malades. Et avec ce genre d'ambition tout à fait possible, on va éliminer le cancer du col et toutes les conséquences, même éventuellement du cancer HPV lié à l'HPV, d'ici 2100, la fin du virus. Voilà l'ambition qui est à notre portée. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, merci de votre attention. Laurent, excuse-moi de te presser. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, allez voir prochainement si vous voulez d'autres informations, parce qu'on n'a pas pu développer ce soir. Donc, sur cette partie, donc, je vais faire vite. Le but, c'est qu'on puisse échanger. Et surtout, on a un petit rafraîchissement qui est proposé, en sachant qu'on nous met dehors à 21h. On soit parti à 21h. Mais le but, c'est qu'on puisse un petit peu échanger. On vous proposerait d'échanger à l'extérieur, de façon à pouvoir restaurer un petit peu. Alors, dans les actions, dans ce qu'on a identifié cet après-midi, les territoires vaccinent, sauf la Polynésie, mais on va commencer la vaccination. Ensuite, les freins par rapport à la vaccination qui a été identifiée sur les différents territoires, c'est une méfiance par rapport à cette vaccination supplémentaire que l'on propose, certainement augmentée avec le Covid. Sur les territoires, les personnes se disent bon, voilà, on n'a peut-être pas de recul sur le territoire, donc ça peut être un frein. Et ce frein, c'est la méconnaissance de la maladie. On a, par rapport aux pistes d'amélioration possibles, on a ce qui se fait dans les autres territoires, c'est une information auprès des infirmières scolaires, parler d'informer le jeune public, des informations auprès des médecins traitants, de façon à ce que le médecin traitant propose systématiquement, donne l'information. C'est pas forcément facile. Ce qui se passe, c'est que sur certains territoires, il y a des affiches qui sont dans les cabinets, dans les lieux publics, médicaux, pour sensibiliser si les personnes n'osent pas poser la question. En Martinique, il y a un bus scolaire qui va être mis en place, je ne me trompe pas, sur un des territoires, un bus scolaire mis en place pour informer les établissements scolaires qui n'ont pas d'infirmières à leur sein. Et une des pistes qui pourrait être mise en place, c'est la vaccination scolaire. Au niveau national, au niveau des départements, territoires, c'est le niveau national que cette décision doit être prise. Et nous, en Polynésie française, c'est au niveau du pays. Voilà au niveau des pistes. Pour nous, en tant qu'Amazon, ce qu'il faut que l'on fasse dans nos campagnes, dans nos actions, c'est sensibiliser au HPV. Donc, merci Laurent, merci les différents partenaires de nous donner des informations quand on est en contact avec du public. Donc, on va sensibiliser davantage, expliquer cette pathologie sur l'ensemble des territoires. Ensuite, ce qui est important, c'est que Amazon, on est identifié, on est un petit peu référencé cancer du sein. Donc effectivement, la couleur rose, les actions, on parle beaucoup en octobre. Mais nous, dans nos missions, ce que l'on doit faire, c'est des campagnes de sensibilisation sur tous les cancers, mais tout au long de l'année, de façon à ce que on sorte de octobre rose pour aller dire en faire sa mammographie. Et nous, dans nos actions, c'est vraiment cette prévention tout au long de l'année sur tous les types de cancers. Donc, je pense que voilà ce qu'on a sorti cet après-midi, c'était très intense pour nous. Je vais laisser la parole à Tanili pour clôturer.
avant les questions-réponses. Et je vous propose de se retrouver à l'extérieur. C'était très intéressant, très riche pour nous. C'est l'occasion d'échanger sur la convention parce que on est toutes là et on a pu vraiment cibler chaque territoire, qu'est-ce qui est mis en place, quelles sont les particularités et quelles sont les femmes. Donc nous, en Polynésie, nous avons effectivement la chance d'avoir l'Institut du cancer qui nous soutient énormément. On peut proposer une fois par mois des conférences pour les Amazones, maintenant grand public, avec justement la partie visio qui permet à l'ensemble de la population de suivre ces conférences. Merci de votre partenariat. Merci, je vais faire vite. D'ailleurs, la dernière soirée formation, conférence aux Amazones sur sexualité et cancer avait été très bien suivi et c'est un sujet, je pense. Est-ce que tu. Après, ouais. Juste rapidement, c'était un petit diapo sur les cas de cancer en Polynésie, donc 2015 à 2019. Donc on est en 2015 à peu près sur 854 cancers et en 2019 838. Donc voilà, avec une proportion, puisqu'on en a parlé cet après-midi sur la proportion homme-femme, qui est à peu près équivalente. Juste par rapport au dépistage, je vais aller très vite. En fait, c'était juste pour présenter la situation en Polynésie. Donc, on est sur un dépistage, donc il n'y a pas de dépistage organisé. Donc, on essaye en effet de voir comment le mettre en place. Donc, il n'y a pas d'invitation des patientes à faire leur dépistage. C'est fait au niveau de la consultation et au niveau des campagnes de sensibilisation. On peut avancer. Donc, en fait, vas-y, on peut avancer encore. Donc, le coût du dépistage, en fait, par rapport au dépistage, pour augmenter le dépistage, on essaie d'identifier les freins. Donc, le coût était un des freins, évidemment, parce que les examens pourraient être payants. Donc, avant, la direction de la santé prenait en charge ces examens et actuellement, c'est l'Institut du cancer. Donc, pour un coût à peu près de 200 millions de francs pacifiques par an, qui représente le coût des mammographies et des frottis qui sont faits dans le cadre du dépistage. Donc, tous les radiologues de Polynésie sont conventionnés avec les CPF, c'est-à-dire que quand on va faire une mammographie de dépistage, les radiologues en fait envoient la facture à l'ICPF et sont conventionnés avec nous. Et pour les frottis, donc il y a 2 laboratoires qui sont conventionnés, c'est le MALARD et le CHPF, en sachant que malheureusement le MALARD n'a actuellement pas d'ANAPAL, donc les frottis sont envoyés en métropole, ce qui fait un délai supplémentaire pour avoir son résultat de frottis, donc c'est à peu près un mois et demi. Et pour le CHPF, c'est un peu plus court. Voilà. Donc ça, c'est le formulaire qui est rempli par les patientes quand elles font un examen de dépistage, donc, qui leur permet aussi d'avoir, je ne sais pas s'il y en a certaines qui se souviennent du carnet baminé ou du carnet rose. Avant, on remplissait dans le carnet rose et donc maintenant, c'est plutôt des feuilles volantes. Donc voilà, donc c'est juste l'évolution de la loi. Je voulais juste montrer cette diapo parce qu'en fait, nos programmes de dépistage sont mis en place sont légiférés. Donc en 2003, quand le programme a été mis en place, donc c'était un frottis à partir de l'âge de 20 ans et une mammographie à partir de l'âge de 50 ans. Et en 2019, donc la loi a été modifiée avec un frottis donc, qui est fait comme en métropole entre 25 et 65 ans. Et tous les 3 ans, et une mammographie entre 50 et 74 ans. Et petite particularité locale, l'échographie a été rajoutée au test de dépistage, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que la mammographie, et si la femme devait faire une échographie, l'échographie était payante. Et depuis 2019, l'échographie a été rajoutée dans l'examen de dépistage. Donc c'est mammo plus échographie, ce qui n'est pas le cas en métropole. Donc, rapidement aussi pour les chiffres du dépistage. Donc, en Polynésie, donc, on a à peu près, donc, comme le disait Laurent, on ne dépiste pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a environ 10 000 femmes qui se font dépister par an. Seulement 40% en fait, des femmes qui devraient faire leur frottis. Donc voilà, l'idée notre travail au niveau de l'Institut est d'essayer d'aller chercher les 60% qui restent, de savoir pourquoi elles ne se font pas dépister et de favoriser ce dépistage.
en sachant qu'en Polynésie, donc on a à peu près entre 15 et 20 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an. Sur le cancer du sein, c'est pareil, on est à peu près à seulement 40% des femmes qui font leur mammographie. Ça représente à peu près 6800 mammographies par an, avec en nombre de nouveaux cas de cancer du sein par an, on est à entre 150 et 200 nouveaux cas de cancer par an. Donc pareil, 40% seulement des femmes qui font leur mammographie. Et donc, en sachant que si on voulait être efficace, on devrait atteindre 70%. Donc voilà, donc, comment on peut faire pour essayer d'améliorer ça? Donc, essayer de promouvoir le dépistage avec nos partenaires, donc, que ce soit les associations, les communes, réaliser des campagnes d'information de plus en plus innovantes pour que les gens pensent à aller se faire dépister, mettre en place le dépistage organisé, donc ça j'en ai parlé, la vaccination HPV et aussi le dépistage dans les îles, puisque on le sait bien, se faire une mammographie dans les îles, c'est pas possible, sauf les îles qui sont pourvues d'un mammographe, comme Touloa ou Moorea et Nuku'hiva. Mais en dehors de ça, donc, il faut se déplacer sur Tahiti ou sur une île où il y a un mammographe. Donc c'est déjà un premier frein à la mammographie. Et ensuite, donc, cette EBASAN, pour faire une mammographie, n'est pas prise en charge. Donc forcément, ça engendre un coût pour les dames. Et le docteur Prisca Arthur, qui n'a pas eu le temps de parler malheureusement, met en place un programme de dépistage sur les îles des Marquises pour justement aider les femmes des Marquises à pouvoir se faire dépister plus facilement. Il y a d'autres projets en réflexion. Hein. L'idée, c'est toujours d'essayer d'amener le dépistage aux patients pour qu'ils n'aient pas forcément à se déplacer. C'est ce qu'on fait aussi pour les frottis. Il y a des missions des sages-femmes dans les îles, là où il n'y a pas forcément de médecins pour pouvoir faire les frottis ou de sages-femmes pour faire les frottis. Il y a des missions de sages-femmes dans les îles. Donc voilà, il y a énormément de programmes, de projets de réflexion pour essayer d'augmenter ce dépistage. La vaccination HPV, donc Marie-Christine en a parlé, la vaccination n'est pas prise en charge par la sécurité sociale en Polynésie. Donc c'est la direction de la santé qui vaccine les enfants et après quand on est adulte, il n'y a malheureusement pas de prise en charge des vaccins. Donc sur la vaccination HPV, l'Institut du cancer va prendre en charge la vaccination HPV. Donc nous essayons de voir en fait le budget, nous l'avons. C'est assez exceptionnel pour être noté. Donc on a les sous et maintenant il faut trouver un moyen de mettre en place cette vaccination et de la rendre gratuite, en tout cas prise en charge pour les patients. Donc on va partir sur une vaccination des garçons et des filles, puisque comme l'a bien expliqué le docteur Bonamy, les garçons sont aussi concernés, de 11 à 14 ans, puisque avant 14 ans, c'est 2 injections au lieu de 3. Et sur prescription au départ. Et évidemment, on sait déjà que ce serait mieux de le faire en milieu scolaire, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui fait qu'il y a une meilleure couverture, c'est ce qu'a fait l'Australie, on voit leurs très bons résultats aujourd'hui. Mais il y a eu énormément de défiance contre les vaccins depuis le Covid. C'est une vaccination où les gens ont besoin d'explications parce que ça vaccine contre un virus qu'on attrape au moment des rapports sexuels, mais chez les enfants de 11 à 14 ans. Donc c'est parfois difficile pour les parents. Évidemment, il y aura des parents qui sont là ce soir et qui sont acquis à la cause, il n'y a pas de souci. Puis il y en a d'autres chez qui ça fait un peu plus peur, donc il faut un temps d'explication. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi un programme en 2 temps, donc de commencer par une vaccination prescrite avec un médecin ou une sage-femme qui prend le temps d'expliquer aux parents. Et d'ici 1 à 2 ans, une fois que cette vaccination sera un peu mieux comprise, de mettre en place en milieu scolaire. Et évidemment, on s'appuiera sur les associations comme Amazon pour continuer l'éducation auprès des parents, auprès des familles, auprès du grand public, pour rassurer les parents sur cette vaccination. Et ensuite, nos campagnes de sensibilisation, donc Marie-Christine en a parlé aussi, le tarot d'intérêt, donc je pense que certains d'entre vous y ont participé. C'est un concept qui est complètement novateur. L'idée, c'était d'amener en fait les patientes au dépistage, puisqu'ici, les problèmes de transport sont très importants. Et donc, il y avait deux choses à pallier. Il y avait le problème de transport pour que les femmes puissent avoir accès au mammographe.
Et puis, la peur on l'a vu dans le film de Dané, la peur du dépistage. Et en fait, on s'appuie sur l'effet de groupe, voilà, d'être 8-10 personnes ensemble qui vont se faire dépister, qui vont à la mammographie, qui discutent de leurs craintes et de profiter de cet effet de groupe pour enlever la crainte du dépistage. Donc, c'était une opération qui s'est faite l'année dernière, en octobre, donc sur tous les sites que j'ai notés, le CHPF, la clinique Cardella, Tamanou, Montréal, Touroy, avec donc, des patients. Les communes aussi ont beaucoup participé, la direction de la santé. Donc, les patients étaient récupérés en bus, amenés sur le lieu de mammographie. L'ICPF avait mis en place des ateliers, que ce soit de l'activité physique adaptée, des ateliers massage, manucure, tressage, et surtout un moment convivial qui enlevait le stress de la mammographie. Donc, il y a eu 111 femmes qui ont bénéficié de la mammographie dans le cadre du Daron Intérêt. Voilà. Donc, ça a été un grand succès. Et l'idée, évidemment, on en a parlé cet après-midi en atelier, c'est que le Daron Intérêt soit toute l'année, c'est-à-dire de ne pas le concentrer uniquement sur le mois d'octobre, mais justement de profiter de cette espèce de ce succès pour avoir des moments dédiés à la mammographie pour les femmes qui peuvent venir en groupe et surtout des moyens de transport pour les amener jusqu'au lieu de mammographie. Voilà. Ensuite, pour le juin vert, donc, qui arrive bientôt, donc l'année dernière, donc on a une campagne donc, pour la sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. Voilà, qui est donc, comme le disait Laurent, le seul cancer qui est évitable, puisque si on fait son frottis et qu'on est traité à temps, on n'aura pas de cancer du col de l'utérus. Donc avec plusieurs journées d'action et qui se renouvelleront cette année avec une journée sur Taramao. Et voilà, donc c'était aussi un succès l'année dernière, donc avec un concours photo, tous en vert. Et une magnifique annonce le soir de l'élection de Miss Tahiti sur Juin Vert et sur la sensibilisation à faire le frottis juste avant l'annonce de la gagnante au concours de Miss Tahiti. Et ça a été, en termes de communication, un très grand succès, annoncé par une femme, un concours d'élection envers les femmes. C'était vraiment très, très porteur. Voilà, et donc c'est l'affiche de l'Institut du cancer, donc Aupulu Yaroué, notre slogan, ça veut dire prends soin de toi, parce que c'est un peu voilà, il y a le cancer, mais il y a prendre soin de soi pour faire ces examens de dépistage et peut-être éviter d'avoir un cancer, ou en tout cas de le prendre en charge assez tôt. Et après, une fois qu'on a un cancer, on continue à prendre soin de soi et que la maladie ne soit qu'une étape. Voilà, merci beaucoup. Avec nous cet après-midi pour les ateliers, donc le docteur Pascal. Un grand merci pour ta présence aujourd'hui, puis surtout pour les actions que tu mènes tout au long de l'année pour les femmes de Polynésie. Et on te souhaite tout le bien pour les projets à venir, et on est tout derrière toi. S'il y a besoin d'aller se battre avec toi, n'hésite pas à faire appel à nous. Pour terminer, donc, je voudrais vous donner la parole en seconde aux Amazones qui veulent intervenir, qui ne sont pas intervenues, qui n'ont pas. Voilà, on a la langue blanche. Donc, juste pour qu'elle nous dise un petit peu le retour sur les ateliers de cet après-midi. En seconde. Naïma. Alors, pour moi, ça a été une agréable expérience. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de travailler comme ça avec des personnes aussi motivées et motivantes. Donc, les visites se sont très bien passées pour nous et ça nous donne encore plus envie de nous battre pour nos territoires. Donc, voilà, je vous remercie plus. Amazon de Réunion. Bonsoir, Priscilla, présidente de l'Amazon Martinique.
Cet atelier de cet après-midi, on a échangé sur beaucoup de points. Alors, entre les territoires, nous avons beaucoup de points communs, des axes d'amélioration pour certains. Et franchement, en Polynésie, vous avez voilà, de la chance. Et quand je vais à votre hôpital, je me dis qu'on a beaucoup à apprendre sur certains points. On ne va pas dire que tout est négatif, mais on a chacun plein de choses à apprendre de nous tous. Merci. Joanna, membre du CA de Amazon Paris et Colibri. Donc, cet après-midi, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de surprises. Oui, j'étais surprise par des événements, des actions, beaucoup d'injustice aussi. Et là, j'étais ravie de participer à cet atelier. Parce que je vois, en fait, je vois, comme on dit, je suis sur le terrain. Et puis, il faut continuer à nous battre, il faut continuer à trouver des solutions et pouvoir avancer. Claudine, qui est la présidente de l'Amazon de Paris. Donc, je suis présidente de l'Amazon de Paris et également présidente de la fédération Amazon. Alors, ça a été une après-midi très riche en échanges. Donc, des points communs, effectivement, des divergences. Sur les points communs, donc il y a le regard de la société aussi, on en a discuté. C'est vrai que c'est très intéressant pour nous déjà de nous rencontrer. Donc c'est la deuxième convention. C'est la toute première s'est tenue l'année dernière en Martinique. Donc c'est la deuxième convention des associations Amazon et c'est important pour nous d'aller sur les territoires, d'échanger avec les professionnels de santé pour connaître vos problématiques et puis tout simplement pour nous d'apprendre parce qu'on s'intéresse à vous. On s'intéresse aux autres et ça nous permet d'avancer mieux ensemble. Donc, merci beaucoup. Bonsoir, Diana. Ce que je trouve vraiment formidable ici, c'est la proximité avec les médecins, l'équipe médicale et vraiment l'envie de mettre le patient au cœur de toute préoccupation. Donc, je trouve ça vraiment formidable et j'espère qu'on réussira à ramener ça chez nous. Aussi Christine, Christine de la... Christine de la Réunion. On avait également l'équipe SMH. L'équipe SMH qui était avec nous, donc qui a travaillé en backstage, sont restés sur la maison. Donc voilà, merci, un grand merci à tous, à tous et à toutes. Je voulais juste quand même qu'on se lève et qu'on applaudisse Marie-Christine. Tout ça, Et on est, vous êtes formidables et c'est important ce travail. Et on est à le loin, divinitato pour te fedua, par le loin, il pourrait, et pourrait, et noter, et pourrait, et no te aroha i tōu e tua e ensemble ya ora
Yarakoe etamu maimoa yara to e amori no atu e kotuana to te whenua. Maruru. Merci Sylvana. Sylvana qui nous accompagne soutien et qui nous accompagne sur la lutte, qui fait partie du Conseil des femmes. On se retrouve en extérieur. Je laisse Stéphanie. Vite fait, en fait, au nom de l'Institut du cancer, donc un grand merci à toute la Fédération des Amazones. Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement. Et pour vous remercier, donc, on va vous faire un petit cadeau de l'Institut. On va demander. Alors, je vais vous demander, les filles, peut-être de monter. Je ne sais pas comment ça. Les Amazones qui sont là, venez rapidement sur un petit moment. Est-ce qu'il y a des Amazones Roberta, Maria, on a besoin